Dans notre premier épisode, nous avons retracé l'héritage tumultueux de l'armée congolaise, depuis la force publique coloniale jusqu'à la naissance des FARDC modernes. Nous avons vu comment la mutinerie de 1960 a constitué l'acte fondateur du chaos militaire congolais. Nous avons exploré la construction par Mobutu d'une armée personnelle, les FAS, transformée en instrument de pouvoir plutôt qu'en institution républicaine. Nous avons documenté l'effondrement de ces phases en 1997 face à l'invasion de l'AFDL soutenue par le Rwanda et analysé la naissance des FARDC à partir de 2003, une armée composite née des accords de paix de la Seconde Guerre du Congo. Nous avons révélé comment la politique de brassage, censée unifier l'armée en y intégrant des ex-rebelles notamment du CNDP, s'est transformée en erreur stratégique aux conséquences durables, infiltrant l'institution de soldats aux loyautés étrangères, principalement envers le Rwanda. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, nous allons disséquer l'anatomie de cette institution militaire. Nous allons examiner sa structure de commandement, ses effectifs réels, son organisation territoriale, les conditions de vie de ses soldats et les failles systémiques qui paralysent son fonctionnement. Mais d'abord, il nous faut comprendre ce qui s'est passé pendant la décennie cruciale qui sépare l'échec du brassage de 2009 de la situation actuelle. L'échec du brassage n'était qu'un symptôme. Il a révélé que la volonté politique de transformer l'armée en institution républicaine faisait cruellement défaut à Kinshasa. Pendant les 10 années qui suivirent cette erreur stratégique, l'État congolais tenta de corriger le tir à coups de plans ambitieux et de stratégies militaires dépendantes de l'étranger. Cette période fut marquée par la déconnexion chronique entre la feuille de route officielle et la réalité du terrain. Parlons ainsi dans notre premier chapitre de cette décennie perdue 2009-2020. 5 plans de réforme, 5 échecs. Entre la fin du brassage en 2009 et l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi en 2019, l'armée congolaise a traversé ce qu'on pourrait appeler une décennie perdue. Perdue non pas faute de plan, mais faute de volonté politique pour les mettre en œuvre. Depuis la création des FARDC en 2003, pas moins de 5 plans de réforme successifs ont été élaborés, validés, puis abandonnés. Le plan stratégique de réforme de 2005-2010 a introduit le brassage. Le plan global sur la réforme du secteur de sécurité RSS de 2007-2012 a élargi l'ambition. Le plan directeur global de la réforme de 2008-2020 a posé les bases structurelles. Le plan de réforme de 2009-2025 était, sur le papier, un plan complet et ambitieux, mais il a été dévoyé et abandonné suite aux énormes retards et au manque de volonté politique du régime de Joseph Kabila. En 2013, face à cet échec, un plan révisé 2013-2025 a été élaboré pour rectifier le plan de 2009. Ce plan révisé, toujours en vigueur aujourd'hui, définit une vision claire. Créer une armée républicaine, apolitique, professionnelle, moderne et dissuasive sur l'ensemble du territoire national. Il prévoit 3 phases distinctes. La première, 2013 à 2015, devait réorganiser les unités, mettre en place la nouvelle organisation territoriale de défense en 3 zones et amorcer les mises à la retraite. La deuxième, 2016 à 2020, devait marquer la montée en puissance et la troisième, 2021 à 2025, devait achever la transformation. L'opérationnalisation du plan fut bloquée par le déficit d'engagement politique. Cependant, l'opérationnalisation de ce plan a connu un frein considérable du fait du déficit d'engagement politique. Un séminaire stratégique de haut niveau, organisé en juin 2015, a fait, sans complaisance, le diagnostic sur le processus de réforme, constatant que les FARDC étaient encore loin d'être une armée républicaine, professionnelle et moderne. Le cadre légal existe aujourd'hui avec la loi portant organisation et fonctionnement des forces armées de 2011 et la loi portant statut du militaire de 2013, mais la loi de programmation militaire n'a jamais été finalisée ni promulguée.
Cette paralysie du processus de RSS a eu des conséquences profondes sur la confiance des partenaires. Les tentatives répétées mais inabouties de réforme ont créé une fatigue chez les acteurs internationaux qui finançaient la formation et l'équipement. Le manque de mise en œuvre réelle des lois et plans directeurs a exposé un déficit de leadership persistant au sommet de l'État, minant la crédibilité de l'institution militaire et son financement sur le long terme. La dépendance chronique aux opérations conjointes masquait la faiblesse structurelle. Durant cette période, les FARDC n'ont pas été inactives militairement, mais leur efficacité est restée totalement dépendante de l'appui international. En 2017, des opérations conjointes FARDC-MONUSCO-ICCN ont permis de reprendre plusieurs villages au groupe armé au sud du lac Édouard, dans les territoires de Rutshuru et Lubero au Nord Kivu. La MONUSCO apportait un appui technique et logistique essentiel au FARDC, permettant la reprise de villages comme Tchondo, Chanika, Birua, Kamuhororo et Kafunzo, occupés par les milices Maïmaï. Ces succès tactiques masquaient cependant une faiblesse stratégique profonde. Les FARDC étaient incapables de mener seuls des opérations de sécurisation durable. La société civile du territoire de Lubero, tout en se félicitant des résultats, reconnaissait que plus de 8900 ménages restaient déplacés et demandait le renforcement des effectifs militaires dans les villages libérés pour stabiliser la zone et empêcher la réorganisation des groupes armés. Cette dépendance à l'égard de la MONUSCO et des partenaires internationaux pour des opérations de base révélait l'échec des réformes censées créer une armée autonome et professionnelle. Le discours sur l'état de la nation prononcé par le président Félix Tshisekedi le 13 décembre 2019 devant le Parlement a marqué un tournant rhétorique. Le nouveau chef de l'État s'est clairement prononcé en faveur d'une réforme tous azimuts du secteur de sécurité, promettant une armée puissante, une police et des services de renseignement plus aptes à anticiper et à prévenir. Mais entre la rhétorique et la réalité, un fossé immense subsistait. L'armée qui entrait dans la décennie 2020 était structurellement la même qu'en 2009, infiltrée, corrompue, sous-équipée et dépendante. La décennie perdue a laissé les FARDC non seulement inefficaces sur le terrain, mais aussi profondément minés par des maux structurels. Le plus visible de ces maux est sans doute la politisation de son commandement, une tradition héritée de Mobutu, où la survie du régime est toujours jugée plus importante que la victoire militaire. Ce chapitre 2 nous parlera ainsi du commandement et de sa structure politisée. Une armée efficace repose sur une chaîne de commandement claire, compétente et loyale à l'institution, non à des individus. Dans le cas des FARDC, cette condition fondamentale n'est pas remplie. Officiellement, l'organigramme est simple. Au sommet, le chef d'état-major général des FARDC, le CMG. En dessous, les chefs des trois forces, terre, air, navale, puis les commandants des zones de défense et des régions militaires. C'est une pyramide classique, sur le papier. Elle fonctionne. Dans la réalité, cette structure est gangrenée par la politisation. En juillet 2018, l'armée comptait plus de 180 généraux. Ce chiffre contredit frontalement l'objectif de 76 généraux fixé par le plan de réforme de 2013. Cette inflation de haut gradé, issue de logique politique plutôt que de nécessité opérationnelle, crée une structure de commandement pléthorique et budgétivore. Elle paralyse la chaîne de décision, favorise les logiques clientélistes au détriment de la compétence opérationnelle et détourne des ressources précieuses qui devraient aller aux soldats sur le terrain. Cette situation n'est pas le fruit du hasard. Elle découle directement de la culture de loyauté personnelle institutionnalisée depuis Mobutu. Le 11 juillet 2020, lors d'une réunion au Palais de la Nation, le haut commandement militaire, alors dirigé par le général Célestin Mbala Moussiense, a publiquement réitéré son attachement à la personne du chef de l'État et sa fidélité au président Félix Tshisekedi. Ce n'était pas une simple formalité protocolaire.
c'était un serment de loyauté personnelle. Cette déclaration publique révèle une vérité inconfortable. La priorité du haut commandement n'est pas la conduite optimale de la guerre, c'est la garantie de la survie du régime. La loyauté personnelle prime sur la compétence stratégique. Les nominations d'officiers supérieurs ne récompensent pas nécessairement les plus qualifiés. Elles récompensent les plus fidèles. Le fonctionnement réel du commandement militaire congolais s'apparente davantage à une cour qu'à un état-major. Les généraux passent plus de temps à Kinshasa pour sécuriser leur position politique qu'au front pour diriger les opérations. Les décisions stratégiques sont prises en fonction de calculs politiciens, non de nécessités militaires. Un commandant compétent mais perçu comme trop indépendant sera muté ou marginalisé. Un officier médiocre mais politiquement fiable sera promu et maintenu en poste. Cette logique a des conséquences concrètes sur le terrain. Les opérations militaires sont souvent lancées pour des raisons de communication politique plutôt que de pertinence stratégique. Les communiqués de victoire sont publiés alors que les positions ne sont pas tenues. Les bilans d'ennemis neutralisés sont gonflés pour satisfaire la hiérarchie politique. L'apparence compte plus que la réalité. Les conséquences de cette logique se manifestent dans la gestion des commandements régionaux. En juillet 2025, des changements ont été annoncés à la tête de secteurs opérationnels critiques comme Sokola 1 au Nord Kivu et la 31e région militaire. Ces rotations fréquentes ne sont pas de simples réorganisations administratives. Elles sont une stratégie délibérée pour empêcher les généraux de construire des bastions régionaux puissants, de contrôler des réseaux économiques illicites et de développer des loyautés personnelles qui pourraient menacer Kinshasa. Le régime accepte sciemment la friction opérationnelle causée par ces rotations, la perturbation de la continuité des opérations, la rupture des réseaux de renseignement, l'instabilité pour les troupes. Tout cela est le prix payé pour la sécurité politique du pouvoir central. Un commandant qui commence à comprendre son théâtre d'opération, qui établit des relations avec les chefs locaux, qui identifie les réseaux de l'ennemi, sera muté avant d'avoir pu exploiter cette connaissance. Son remplaçant devra tout réapprendre, pendant que l'ennemi conserve son avantage informationnel. Cette stratégie de contre-coup d'État achète la sécurité du régime à Kinshasa au prix de l'inefficacité militaire au front. Cette méfiance envers sa propre armée se manifeste également dans l'existence de la garde républicaine, la GR. Cette force prétorienne, mieux équipée et mieux payée que les FARDC, est formellement distincte de l'armée nationale. Selon les responsables militaires des FARDC, la garde républicaine ne relève pas de leurs responsabilités, mais directement du chef de l'État. Aucune disposition légale sur les forces armées ne prévoit la GR comme unité distincte au sein de l'armée nationale, hormis l'article 140 de la loi sur l'armée et la défense. En février 2005, le président Joseph Kabila avait signé un décret nommant le commandant de la GR et abrogeant toutes dispositions antérieures contraires. La garde républicaine dispose des meilleurs équipements, des meilleurs salaires, des meilleures conditions. Elle est formée par des instructeurs étrangers. Elle bénéficie d'un budget opaque, soustrait au contrôle parlementaire. Pendant que les soldats des FARDC au front manquent de tout, la garde républicaine à Kinshasa ne manque de rien. Cette disparité n'est pas un accident. Elle est une politique délibérée. L'existence même de cette garde rapprochée est l'incarnation de la méfiance du pouvoir envers les FARDC. Elle illustre une vérité dérangeante. Le régime ne fait pas confiance à son armée nationale pour assurer sa propre sécurité. Quand un régime doit créer une armée parallèle pour se protéger de l'armée régulière, cela révèle l'échec fondamental de l'institution militaire en tant qu'instrument républicain, confirmant que le pouvoir central ne détient pas le monopole de la force légitime. Cette méfiance institutionnalisée crée une armée à deux vitesses. Une armée de parade pour protéger le pouvoir. Une armée de sacrifice pour mourir au front. Cette fracture mine toute cohésion et tout esprit de corps. Comment demander à un soldat des FARDC de risquer sa vie
pour un régime qui investit davantage dans sa garde prétorienne que dans l'armée nationale. Cette structure de commandement politisée, cette rotation permanente des officiers, cette méfiance institutionnalisée ne sont pas de simples dysfonctionnements administratifs. Ils expliquent pourquoi, malgré des budgets croissants et des acquisitions d'armement, l'armée reste inefficace. Une chaîne de commandement brisée produit une armée brisée. L'échec du commandement politisé se répercute directement sur la condition du soldat. Loin des salons de Kinshasa, la réalité du terrain est celle d'une armée en lambeaux, où le courage au combat est miné par la faim, la misère et la corruption généralisée de la chaîne de soutien. L'échec du commandement politisé se répercute directement sur la condition du soldat. Loin des salons de Kinshasa, la réalité du terrain est celle d'une armée en lambeaux, où le courage au combat est miné par la faim, la misère et la corruption généralisée de la chaîne de soutien. Jetons donc un regard sur notre troisième point qui traite des effectifs et la condition militaire, la réalité du terrain. Combien de soldats l'armée congolaise compte-t-elle réellement? Cette question, apparemment simple, n'a pas de réponse claire. Et cette absence de réponse n'est pas anodine. Elle est le symptôme d'une corruption si profonde qu'elle a transformé le fichier de paye en source d'enrichissement illicite. Selon Global Firepower 2025, les FARDC comptent officiellement 166 700 militaires actifs, 31 000 réservistes et 15 000 paramilitaires. Le plan de réforme des FARDC prévoit un effectif cible de 145 000 hommes répartis comme suit. 85 000 pour la force terrestre, 20 000 pour la force navale, 10 000 pour la force aérienne et 30 000 pour les commandements et services d'appui. Mais selon la loi de finances 2025 de la RDC, le pays compte environ 260 000 soldats et autres forces de sécurité. Ce chiffre global inclut non seulement les FARDC, mais aussi la police et d'autres services. Ces chiffres, issus d'estimations externes, ne correspondent pas nécessairement aux données officielles internes. Pourquoi cet écart? Parce que la maîtrise des effectifs réels est un casse-tête pour les autorités congolaises. Les observateurs militaires étrangers estimaient vers 2006 les effectifs de l'armée en pleine restructuration à environ 200 000 hommes. En avril 2009, après un recensement biométrique financé par l'Union européenne, le ministère de la Défense et l'État-major ont recensé 129 000 hommes sous les armes. Ce recensement biométrique, mené entre 2008 et 2009, fut présenté comme une révolution. Il permettait une identification scientifique du militaire et une meilleure gestion du personnel. La Belgique et d'autres pays européens avaient financé cette opération à hauteur de 2 millions d'euros. Le chef de la mission USEC avait affirmé que ce système faisait des FARDC la première armée en Afrique à adopter un tel dispositif sécurisé, appliqué notamment dans l'armée américaine. Mais 15 ans plus tard, en 2025, les autorités congolaises avouent encore devoir assainir le fichier de paye. En avril 2025, il a été rapporté qu'après une amélioration effective de la solde, le gouvernement se concentrait sur l'assainissement du fichier de la paye pour dégager d'éventuelles économies. Cet assainissement est un euphémisme pour un système de détournement massif où des commandants maintiennent des soldats fantômes sur les listes pour détourner leur salaire. L'aveu officiel du comité de suivi de la paye, selon lequel cette rationalisation pourrait dégager des économies éventuelles, constitue une reconnaissance que le fichier est délibérément gonflé. Le système des soldats fantômes fonctionne de manière simple et redoutablement efficace. Un commandant inscrit sur les listes de paye des noms de soldats fictifs, de soldats morts au combat, de soldats démobilisés ou de soldats mutés ailleurs. Ces noms restent sur les fichiers. L'argent de leur solde est versé. Mais au lieu d'aller aux soldats, il est empoché par le commandant. Ce détournement se fait à tous les échelons de la hiérarchie. Un capitaine détourne quelques dizaines de soldes. Un colonel en détourne des centaines. Un général en détourne des milliers.
L'ampleur de ce détournement est difficile à quantifier précisément, mais les indicateurs sont accablants. Un rapport d'experts note qu'il est pratiquement impossible d'estimer les effectifs réels des FARDC. Les FARDC souffrent d'une absence de tableaux organiques et de tableaux de dotation censés permettre une vue d'ensemble de l'armée et de son matériel. L'état-major général des FARDC et les ministères de la Défense et du Budget n'ont aucune vue sur les effectifs militaires. On compte au sein des FARDC plus de 25 000 militaires en âge de retraite et plus de 30 000 fictifs. 30 000 soldats fictifs, 30 000 soldes détournés chaque mois, multipliés par 12 mois, multipliés par le nombre d'années où ce système fonctionne. Les sommes en jeu sont colossales. Elles représentent des centaines de millions de dollars qui ne servent jamais à équiper, nourrir ou armer l'armée. Elles enrichissent une oligarchie militaire corrompue, pendant que les hauts gradés détournent des millions de dollars via ce système frauduleux. Les vrais soldats sur le terrain ne touchent qu'une fraction de leur salaire, souvent avec des mois de retard. En mai 2025, Radio Okapi a rapporté qu'au Sud Kivu, les fonds destinés au paiement de la solde des militaires engagés sur le front ont été détournés. Le commandant de la 11e brigade a lancé un mandat d'arrêt contre le colonel Nekulu Kilenge Delphin, accusé d'avoir fui avec l'argent avant le lancement de l'opération de paiement. Le porte-parole des opérations Sokola Sud a confirmé les faits. Ce détournement n'est pas un incident isolé, c'est la manifestation d'une corruption endémique qui gangrène tous les échelons de la chaîne de paye. Cette absence de maîtrise des effectifs a une conséquence directe, l'inflation des grades. En juillet 2018, l'armée comptait plus de 180 généraux. Ce chiffre est en contradiction flagrante avec l'objectif de 76 fixé par le plan de réforme de 2013. Cette prolifération de hauts gradés crée une structure de commandement pléthorique et budgétivore qui paralyse la chaîne de décision et favorise les logiques clientélistes au détriment de la compétence opérationnelle. Les FARDC présentent une morphologie de pyramide inversée, comprenant plus de cadres que de soldats de rang. Cette structure est l'héritage direct de décennies de nominations politiques, où le grade de général est davantage une récompense pour loyauté qu'une reconnaissance de compétences militaires. Chaque nouveau régime, chaque nouvelle crise, chaque nouveau compromis politique se traduit par une vague de promotion. Les généraux se multiplient, leur salaire gonfle le budget, mais l'armée ne devient pas plus forte. Pire encore, cette inflation des grades crée une compétition féroce pour les postes lucratifs. Un général sans commandement opérationnel ne s'enrichit pas. Il ne contrôle ni territoire, ni ressources, ni barrières routières, ni trafic. Il doit donc intriguer, négocier, corrompre pour obtenir un poste qui lui permettra de récupérer l'investissement qu'il a fait pour obtenir son grade. Car dans les FARDC, les promotions ne sont pas gratuites. Elles s'achètent. Un colonel qui veut devenir général doit payer. Une fois général, il doit récupérer cet investissement en obtenant un commandement lucratif. Ce système transforme l'armée en entreprise commerciale. Les postes de commandement sont des franchises. Les soldats sont des outils de production. Le territoire contrôlé est le marché. Cette logique mercantile détruit toute éthique militaire, toute notion de service public, toute possibilité de cohésion institutionnelle. Le paradoxe le plus criant des FARDC réside dans l'écart entre les budgets alloués et la réalité vécue par le soldat de base. Le projet de budget 2025 alloue plus de 13% de l'ensemble des fonds au secteur de la défense, sécurité et justice. Cependant, la corruption gangrène la chaîne de paix et transforme les ressources destinées aux troupes en rente pour les officiers corrompus. Les conditions financières des militaires restent précaires. Un soldat de deuxième classe qui risque sa vie au front face aux M23 ou aux ADF gagne officiellement 120 000 francs congolais par mois selon la grille de 2014. Ces montants, déjà dérisoires à l'origine, ont été dévastés par l'inflation. Et en mars 2025, face à la débâcle de Goma,
le président Tshisekedi a annoncé une mesure présentée comme historique, le doublement des salaires des militaires et policiers. Le ministre des Finances Doudou Fwamba a qualifié cet acte d'historique, soulignant qu'il marquait une étape cruciale vers l'amélioration des conditions de vie des hommes en uniforme. Mais même doublés, ces salaires restent dérisoires face au coût de la vie et au retard chronique de paiement. Un député national, Claude Misard, a dénoncé cette situation lors de l'examen de la loi de finances 2025. Il a fustigé le fait que malgré les augmentations budgétaires, les militaires au front voient leurs enfants chassés de l'école pour insolvabilité, leurs familles délogées faute de loyer et leurs épouses obligées de laver les habits d'étudiants pour trouver de quoi manger. Il s'est interrogé. Comment un militaire touchait 100 USD avec un budget de 4 milliards USD et touche 80 USD avec un budget de 17 milliards? Cette question résume le drame des FARDC. Plus le budget augmente, moins le soldat en voit les bénéfices. L'argent se perd dans les méandres de la corruption. Il enrichit les généraux, les colonels, les fournisseurs, les intermédiaires. Mais il n'atteint jamais le fantassin qui dort dans la boue, qui affronte l'ennemi, qui risque sa vie. Face à ce système défaillant, complètement défaillant, tout est tendu. Le maintien du moral prend des formes palliatives et performatives qui illustrent l'ampleur de l'échec logistique. En février 2025, à Kindu, le gouverneur provincial a organisé une parade spéciale de réconfort et fait don de 15 motos pour faciliter la mobilité des FARDC et de la police. En juillet 2025, au Sud Kivu, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadiamvita, a dû se rendre personnellement à Uvira pour une causerie morale avec les troupes de la garnison locale. Ces causeries morales et ces dons de quelques motos sont la preuve d'un échec logistique structurel. Dans une armée fonctionnelle, le moral est un produit de la paye régulière, de la nourriture suffisante, des munitions disponibles, des soins médicaux accessibles et des rotations planifiées. Dans les FARDC, il dépend d'une performance politique, exposant la faillite totale du système de soutien. La corruption ne s'arrête pas aux grades et aux effectifs fantômes. Elle gangrène également la solde des vrais soldats, ceux qui existent réellement et qui risquent leur vie au front. Pour eux, le cauchemar administratif des effectifs se traduit par une réalité brutale, ils ne sont pas payés ou si peu. Les conséquences de cette corruption et de ce commandement défaillant s'incarnent dans l'incapacité de l'armée à se déployer et à se maintenir sur le terrain. Plus de 10 ans après l'adoption d'un plan ambitieux, l'organisation territoriale des FARDC est toujours prisonnière d'une structure obsolète, rendant la logistique impossible et l'efficacité opérationnelle un mirage. Notre chapitre 4 traitera de l'organisation territoriale et la logistique, un système paralysé. Une armée sans équipement fonctionnel et sans logistique n'est pas une armée. C'est une foule en uniforme. L'organisation territoriale actuelle des FARDC est directement calquée sur la subdivision politico-administrative du pays, avec des régions militaires qui coïncident avec les provinces. Cette structure est jugée inadaptée aux menaces sécuritaires qui sont de nature transfrontalière et ne respectent pas les délimitations administratives. En réponse, le plan de réforme de 2013 proposait une réorganisation stratégique majeure en 3 grandes zones de défense interarmes. L'Ouest, Kinshasa, Bandundu, Bakongo, Équateur. Le Centre-Sud, Kasaï occidental, Kasaï oriental, Katanga. Et l'Est, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, province orientale. Ce redéploiement visait à concentrer les moyens humains et logistiques en fonction des menaces réelles et à améliorer la rapidité de réaction de la chaîne de commandement. Le plan prévoyait également 3 dépôts logistiques centraux situés à Kitona, ouest, Kamina, centre et Kisangani, est, pour soutenir chaque zone. Cependant, plus de 10 ans après l'adoption de ce plan, cette refonte n'a toujours pas été mise en œuvre. Le corps logistique de l'armée demeure largement incapable de remplir sa mission.
étant chroniquement sous-équipés et sous-financés. Les problèmes logistiques et matériels constituent un obstacle majeur et permanent à la performance opérationnelle des FARDC. Ce diagnostic n'est pas nouveau. Une étude de la Library of Congress datant des années 1990 avait déjà documenté ce fléau sous les phases de Mobutu. Pour la première brigade blindée, le taux d'inopérabilité atteignait régulièrement 70 à 80%. Les causes, pénurie de pièces de rechange, vol systématique de matériel et absence de compétences en maintenance. Les observations faites il y a plus de 30 ans restent malheureusement d'actualité en 2025. La cannibalisation du matériel militaire à tous les échelons de l'armée demeure un fléau qui plombe l'efficacité des FARDC. Les pièces sont volées pour être revendues. Les véhicules sont démontés pour alimenter un marché noir. Et quand des équipes techniques étrangères remettent les véhicules en état, les améliorations ne durent que le temps de leur présence. Les forces dépendent de routes impraticables, manquent de véhicules de transport, de carburant, de médicaments et de communications sécurisées. Une grande partie du matériel militaire demeure inopérationnel, limitant drastiquement la capacité de l'armée à projeter sa force et à soutenir ses troupes sur des théâtres d'opérations éloignés. Les équipements restent hétérogènes, vétustes et inadaptés aux opérations combinées. Une grande partie du matériel en service, notamment les chars T-55, T-64 et T-72, ou les véhicules de combat d'infanterie BMP-1, les véhicules blindés de reconnaissance AMN-60 et 90, est d'origine soviétique et date de plusieurs décennies. Ces équipements, même lorsqu'ils sont entretenus, sont inadaptés au théâtre d'opérations modernes. Les systèmes de communication sont dépassés, ce qui entrave la coordination entre les unités sur le terrain. Les communications entre les unités, souvent basées sur des talkies VHF obsolètes, sont vulnérables aux interceptions. Le soutien logistique et médical est dans un état encore plus critique. En zone de combat, les convois sont exposés et les services médicaux ne peuvent évacuer les blessés rapidement, aggravant la morbidité et le découragement des troupes. De plus, la répartition des matériels, souvent basée sur des critères politiques plutôt que stratégiques, nuit à l'efficacité opérationnelle. Cette faiblesse chronique rend les unités sur le terrain vulnérables et dépendantes d'appuis extérieurs, sapant à la fois le moral des troupes et l'efficacité des campagnes militaires. Le gouvernement a tenté de compenser ces faiblesses par des acquisitions récentes. En février 2023, 9 drones d'attaque chinois de type CH-4 ont été livrés spécifiquement pour les utiliser contre le M23. Des intérêts ont également été marqués pour des drones turcs Bayraktar TB2. 2 nouveaux avions de transport ont été réceptionnés pour renforcer la logistique. Mais ces acquisitions ponctuelles ne compensent pas la vétusté générale du parc. Elles illustrent une stratégie de contournement. Plutôt que de réformer le système logistique, l'État achète de la technologie pour compenser la faiblesse des troupes au sol. Si la logistique est le talon d'Achille opérationnel des FARDC, sa cohésion interne est son cœur fragile. L'institution n'a jamais réussi à transformer l'amalgame de factions nées des guerres en une force unie. Pire, l'armée est devenue le théâtre de tensions ethniques et de rivalités intestines, faisant de l'ennemi extérieur une menace moins grande que la méfiance intérieure. Peut-on conclure qu'une armée sans cohésion interne est une armée fragmentée? Répondons à cette question dans notre chapitre 5. Une armée n'est pas seulement une collection de soldats. C'est un corps cohérent, uni par une doctrine commune, des valeurs partagées et une confiance mutuelle. Les FARDC ne possèdent aucune de ces caractéristiques. La cohésion au sein des FARDC est extrêmement faible. Elle est continuellement minée par plusieurs facteurs corrosifs hérités de l'histoire tumultueuse de l'institution. Le premier et le plus destructeur de ces facteurs est l'intégration d'ex-rebelles via la politique de brassage que nous avons analysée dans l'épisode précédent. Le processus de brassage a introduit des éléments dont la loyauté reste acquise à des puissances étrangères,
notamment le Rwanda, créant une méfiance permanente au sein de la chaîne de commandement. Cette politique, lancée après les accords de Goma de 2009, visait à intégrer d'anciens combattants rebelles, notamment ceux du CNDP, au sein de l'armée régulière. Elle s'est avérée être une erreur stratégique aux conséquences durables, institutionnalisant l'infiltration de l'armée par des éléments aux loyautés étrangères, principalement envers le Rwanda. Ces ex-rebelles, formés, armés et soutenus en renseignement par Kigali, ont infiltré la chaîne de commandement et ont continué à servir des intérêts étrangers depuis l'intérieur de l'armée congolaise. Ces ex-combattants du CNDP ont refusé d'être mutés hors du Kivu. Ils maintiennent leur réseau. Ils obéissent à leurs anciens commandants, pas à Kinshasa. Comment un soldat congolais peut-il faire confiance à son camarade s'il sait que ce dernier était, il y a quelques années, un rebelle ennemi? Le deuxième facteur est ethnique. Les tensions ethniques sont palpables au sein des FARDC et peuvent éclater à tout moment. Des rapports crédibles documentent le mauvais traitement et les arrestations arbitraires d'officiers militaires au sein des FARDC qui parlent Swahili ou Kinyarwanda. Ces pratiques discriminatoires contribuent à la stigmatisation et sapent davantage la cohésion interne. Lorsqu'un soldat est soupçonné de déloyauté en raison de son origine ethnique ou linguistique, cela crée un climat de paranoïa et de méfiance qui détruit la cohésion nécessaire pour mener des opérations militaires efficaces. En septembre 2024, de violentes manifestations ont eu lieu à Uvira contre la présence du général de brigade Olivier Gazita, perçu comme Tutsi. La population l'accusait de collusion avec le M23. Après que les FARDC ont tiré sur les manifestants, tuant un enfant de 8 ans et blessant au moins 9 autres civils, dont une fillette de 11 ans, la hiérarchie militaire a non seulement réaffirmé son soutien à l'officier contesté, mais a également qualifié la contestation des manifestants de manœuvre des ennemis de la République. Ce soutien aveugle de la hiérarchie à un officier accusé, cette criminalisation des victimes civiles, illustre l'absence totale de redevabilité et la primauté des logiques ethniques et politiques sur la justice. Le troisième facteur est la corruption et l'impunité. La corruption est endémique à tous les niveaux des FARDC. Elle ne concerne pas seulement la solde. Elle touche tous les aspects de la vie militaire. Les promotions sont vendues, les mutations sont négociées, les positions sur le terrain sont attribuées en fonction du potentiel d'enrichissement illicite qu'elles offrent. Les rivalités entre commandants pour le contrôle des ressources ou des zones d'influence peuvent aller jusqu'à refuser de porter assistance à une unité voisine en difficulté. Cette fragmentation est le résultat direct de la politisation du commandement et de l'absence de culture institutionnelle républicaine. Des commandants de haut rang, responsables de crimes graves, échappent systématiquement à la justice, ce qui encourage la répétition des abus. Le cas du général Baudouin Garouillet, dont les crimes sont documentés par Human Rights Watch depuis 2008, illustre cette culture de l'impunité. Malgré la documentation exhaustive de ces crimes, cet officier supérieur n'a jamais été traduit en justice, démontrant que la hiérarchie protège ses membres indépendamment de la gravité de leurs actes. Dans une décision controversée de mars 2024, le gouvernement a levé le moratoire sur l'application de la peine de mort, en place depuis 2003, avec la justification officielle de la nécessité de débarrasser l'armée des traîtres. Cette mesure a été rapidement suivie des faits. En juillet 2024, un tribunal militaire du Nord Kivu a condamné à mort 25 soldats pour des faits de fuite devant l'ennemi, le M23, et de violation des ordres. Ce rétablissement soulève de graves préoccupations en matière de droits humains et risque de masquer les défaillances structurelles et de commandement qui conduisent à de telles déroutes sur le champ de bataille. Enfin, les conditions sociales précaires sapent le moral. La non-application de la loi de 2013 sur le statut du militaire prive les soldats et leurs familles de conditions de vie décentes. Les logements sont délabrés.
Les allocations familiales promises ne sont pas versées. Le complément familial, prévu par la loi, n'existe que sur le papier. Les familles des militaires suivent souvent les soldats en zone d'opération, se logeant dans des abris de fortune, faute de casernes habitables. Cette précarité a un impact direct sur la performance et le moral des troupes engagées au combat. Face à l'impuissance de son armée infiltrée et corrompue, l'État congolais a opéré un choix stratégique lourd de conséquences. Au lieu d'accélérer la réforme, Kinshasa a décidé de contourner son institution militaire, se tournant vers l'armement de la population. C'est ainsi qu'est née la Réserve armée de la défense, un euphémisme légal pour l'intégration des milices Wazalendo, inaugurant l'ère de la milicianisation de la sécurité nationale. Face à l'avancée rapide du M23 et à l'inefficacité de ses propres unités régulières, le président Tshisekedi a pris en 2022 une décision lourde de conséquences. Il a appelé la jeunesse à s'organiser en groupe de vigilance pour soutenir l'armée. Cette collaboration de facto avec une myriade de milices locales, appelées Wazalendo, patriotes en Swahili, a d'abord été une réponse désespérée à une situation militaire catastrophique. Le 22 mai 2023, cette stratégie de contournement de l'armée régulière a été formalisée et légalisée par la loi numéro 23014, instituant la Réserve armée de la défense, ARADE. En septembre 2023, le gouvernement a adopté le projet de décret relatif à la mise en œuvre de cette loi. Le site officiel de l'ARADE l'a définie comme une structure citoyenne paramilitaire placée sur le plan opérationnel sous la dépendance du chef d'état-major général des FARDC. Selon les termes officiels, cette réserve est composée de militaires de carrière retraités, de démobilisés du service militaire et de volontaires civils ayant reçu une formation militaire adéquate. L'intention stratégique déclarée est de disposer d'un bassin de forces mobilisables pour renforcer l'armée régulière. Mais dans la réalité, la RAD englobe les milices Wazalendo, une coalition hétéroclite de groupes Maï-Maï rebaptisés. En mars 2023, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mwindo Nzangi Butondo, a levé toute ambiguïté lors d'une conférence de presse à Goma. Il a déclaré « Le message que je passe aux Wazalendo, qui sont partout où ils se retrouvent, c'est que cette fois-ci, le gouvernement vient de mettre en place un dispositif législatif pour vous légaliser. À partir de la semaine prochaine, vous allez recevoir des missions, vous allez être mis en condition, vous allez vous battre dans les mêmes conditions de ravitaillement que les FARDC. À partir de ce moment, vous n'êtes plus des forces négatives. Vous devenez des réservistes. » Cette déclaration est capitale. Elle officialise ce que beaucoup suspectaient. La RAD est un mécanisme de blanchiment des milices. Cette loi a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat, mais elle a suscité de vives critiques lors des débats. Le député Claudel Lubaya a dénoncé le fait que ce texte va à l'encontre de la résolution de l'Assemblée nationale interdisant toute intégration des forces négatives au sein des FARDC et légalise l'intégration des milices au sein des FARDC. Un autre député a mis en garde contre la création d'une armée parallèle à l'armée républicaine. Ces critiques se sont révélées prophétiques. C'est un pacte faustien. En plaçant la RAD sous l'autorité opérationnelle du chef d'état-major général, l'État congolais et le commandement des FARDC deviennent légalement responsables des actions de cette coalition hétéroclite. En échange d'une force supplétive à court terme, les FARDC perdent le monopole de la violence légitime, car les Wazalendo sont autorisés à porter des armes et à maintenir des positions. Plus grave encore, cette coalition inclut des éléments problématiques. Elle comprend des groupes Maï-Maï et, de manière critique, collabore avec les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, un groupe Hutu rwandais sanctionné par l'ONU et les États-Unis. En s'alliant officiellement au FDLR, formé d'anciens génocidaires Hutus, et aux milices Wazalendo, qui, selon Human Rights Watch, ciblent spécifiquement les civils Banyamulenge à Uvira. Les FARDC valident le narratif rwandais selon lequel elles constituent une menace pour les communautés Tutsi congolaises. L'État congolais, par cette alliance,
transforme une guerre de territoire en un conflit ethnique insoluble. Le lieutenant général Badiri Boulenda David a été désigné comme coordonnateur national de la RAD en décembre 2023. Des délégations parcourent les provinces pour sensibiliser et recruter. Le gouvernement a prévu dans le budget 2025 environ 18 milliards 798 millions de francs congolais pour le fonctionnement de la réserve. Mais le député Claude Misard s'est interrogé. Comment les Wazalendo vont-ils résister au front sans motivation? Cette question résume le dilemme. Les Wazalendo ne sont pas motivés par un salaire dérisoire ou par une idéologie nationale. Ils sont motivés par le contrôle territorial, par l'accès aux ressources minières, par les barrières routières qu'ils contrôlent, par les taxes qu'ils prélèvent. Leur intégration dans les FARDC ne les transforme pas en soldats républicains. Elle les autorise simplement à continuer ce qu'ils faisaient sous couvert de l'égalité. Des experts ont mis en garde contre cette stratégie. Judith Verveyen et Michel Thiel ont écrit « La plupart des groupes Wazalendo sont autorisés à se déplacer librement et ont considérablement étendu leur zone d'influence et leur système violent de génération de revenus. Cela inclut la taxation sur les marchés et les barrages routiers, mais aussi les enlèvements contre rançon et les meurtres à la demande. Il existe également des preuves que les groupes Wazalendo se livrent à la torture, à la violence sexuelle et à des arrestations arbitraires et recrutent fréquemment des enfants soldats. Sur le plan opérationnel, les Wazalendo ont apporté une contribution militaire, mais à un coût stratégique et humanitaire élevé. Selon Amnesty International et Human Rights Watch, les Wazalendo sont responsables de viols collectifs, d'exécutions sommaires, d'enlèvements et de recrutement d'enfants soldats. Le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour le mois de juillet 2025 est révélateur. Sur un total de 535 violations et atteintes aux droits humains documentées, les éléments Wazalendo étaient responsables de 48 cas, soit 9% du total. Combinés, l'armée congolaise et ses milices supplétives, FARDC plus Wazalendo, étaient responsables de 118 violations, soit 22% du total des violations documentées en juillet 2025. Les officiers des FARDC et les responsables gouvernementaux ont déclaré aux experts de l'ONU que l'approvisionnement et le déploiement des groupes Wazalendo en combat étaient un mal nécessaire. Le président Tshisekedi lui-même a admis en 2024 au journal Le Monde que les combattants Wazalendo étaient des civils non entraînés. L'alliance avec les Wazalendo a créé un trou noir juridique. Cependant, aucun rapport ne fait état de poursuites significatives engagées par la justice militaire contre ses propres alliés. Le commandement FARDC ne peut pas se permettre d'arrêter les commandants Wazalendo dont il a désespérément besoin sur le front, faisant de l'impunité des Wazalendo le prix tacite et non dit de leur alliance avec les FARDC. La légalisation des Wazalendo est la reconnaissance officielle de l'échec des FARDC. C'est l'aveu que l'armée nationale ne peut pas remplir sa mission seule. Mais c'est aussi une décision qui hypothèque lourdement l'avenir. Car ces milices, une fois armées, financées et légalisées, ne disparaîtront pas après la guerre. Elles deviendront une menace future. L'histoire des programmes de désarmement en RDC est celle d'un échec répété sur 3 décennies. Depuis 2003, 4 tentatives successives ont échoué à briser le cycle de la violence armée. Le PDD-RCS, lancé en 2021, n'est que le dernier avatar de cette longue série de faillites. L'héritage des échecs passés, le premier cycle commence en 2003 avec la création de la Commission nationale de désarmement. Démobilisation et réinsertion, CONADER, chargée de désarmer les combattants issus des guerres congolaises de 1996-2003. Le Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion, PNDDR, suit en 2004. Entre 2004 et 2011, ces 2 programmes démobilisent officiellement 209 605 ex-combattants, dont 31 738 enfants. Parmi eux,
66 814 sont intégrés dans l'armée. 109 846 adultes retournent à la vie civile. Ces chiffres impressionnants masquent un échec structurel. La CONADER est accusée de mauvaise gestion et de détournement de fonds. Elle ferme ses portes en 2007. L'unité d'exécution du Programme national de désarmement, UE-PNDDR, prend le relais jusqu'en 2011. La réintégration reste le maillon faible. Un audit de 2010 révèle que les sommes versées aux démobilisés, $140 d'indemnités transitoires, $300 de filets de sécurité ne suffisent pas à garantir le retour durable à la vie civile. Sans alternatives économiques viables, beaucoup reprennent les armes. Parallèlement, le gouvernement lance en 2009 le programme de stabilisation et reconstruction des zones sortant des conflits armés, STAREC, soutenu par la Stratégie internationale de soutien à la sécurité et à la stabilisation, ISSS, de la MONUSCO. Entre 2009 et 2012, le STAREC démobilise 4 900 ex-combattants et en réintègre 2 600. Là encore, les résultats restent modestes face à l'ampleur du problème. La création du PDDRCS, une fusion tardive. En juillet 2021, le président Tshisekedi fusionne le PNDDR et le STAREC pour créer le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS. Contrairement au programme précédent qui dépendait des ministères de la Défense ou du Plan, le PDDRCS est placé sous l'autorité directe de la présidence. L'ordonnance qui le crée précise que l'objectif est de promouvoir la stabilité par la réintégration des ex-combattants dans la vie civile au sein des communautés et non pas au sein des forces armées de la RDC. En août 2021, Emmanuel Tomi Tambwe Rudima est nommé coordonnateur national du programme. Cette nomination suscite immédiatement la controverse. Ancien vice-président du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, au Sud Kivu et leader de l'Alliance pour la libération de l'Est du Congo, ALEC, deux mouvements rebelles soutenus par le Rwanda, Tomi Tambwe incarne précisément ce que le programme est censé combattre. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, exprime sa prudence et estime qu'il est temps de rompre avec des politiques dont le but est de donner des promotions à ceux qui devraient être traduits en justice. Human Rights Watch affirme que cette nomination soulève de graves préoccupations. Les groupes armés réagissent négativement. Lors de la troisième phase des pourparlers de Nairobi, en novembre-décembre 2022, les leaders des groupes armés invoquent le manque de confiance vis-à-vis de certains animateurs du PDDRCS en raison de leur passé jugé accablant. Certains réclament l'amnistie comme garantie préalable au désarmement. La société civile du Nord Kivu et du Sud Kivu partagent cette méfiance. Les bailleurs de fonds internationaux, notamment l'Union européenne, hésitent à financer directement le PDDRCS. Ils acceptent de financer certains éléments spécifiques, mais pas le programme dans son ensemble. Cette frilosité reflète la fatigue des donateurs face aux échecs répétés et à l'absence de redevabilité. Le bilan du PDDRCS, des résultats dérisoires. En avril 2023, Tomi Tambwe présente une cartographie des groupes armés actifs dans l'est du pays. Le PDDRCS recense 266 groupes armés opérant dans 5 provinces orientales, 252 groupes locaux et 14 étrangers. La province du Tanganyika compte 19 groupes nationaux, le Maniema 20, le Sud Kivu 136 dont 5 étrangers, le Nord Kivu 64 dont 7 étrangers et l'Ituri 20 dont 2 étrangers. Le programme affirme disposer de la cartographie détaillée par territoire, de la liste des chefs de milice et de leur zone d'opération. Il annonce avoir déjà des sites de désarmement et des projets pilotes. Selon Tomi Tambwe, le travail qui reste, c'est juste mobiliser les moyens pour avancer. Mais les moyens ne viennent pas. Le 17 avril 2023, le PDDRCS lance un site pilote de désarmement à Diango en Ituri. Résultat, une centaine de combattants se présentent sur les dizaines de milliers actifs dans la province.
Pire, ces combattants proviennent de factions dissidentes de l'URDPC, Codeco et du FPIC qui n'étaient plus actives depuis des mois. Les branches principales de l'URDPC, Codeco, FPIC, Zaïre et MAPI refusent d'adhérer au processus et continuent de perpétrer des violences. 2 ans après sa création, le PDDRCS peine à désarmer ses combattants. En 2023, seulement 9% des combattants attendus ont été enregistrés. Ce taux d'échec révèle une réalité cruelle. Tant que l'État congolais ne peut offrir aux ex-combattants une alternative économique viable à la violence armée, aucun programme de démobilisation ne peut réussir. Un combattant armé contrôle des barrières routières, prélève des taxes, accède aux minerais. Un ex-combattant démobilisé reçoit quelques centaines de dollars et retourne dans un village où il n'y a ni emploi, ni terre, ni avenir. Le remplacement de Tommy Tambwe, trop peu, trop tard. Le 19 octobre 2023, face à la crise de confiance et au dysfonctionnement du programme, le président Tshisekedi remplace Tommy Tambwe. L'abbé Jean-Bosco Bahala prend la tête du PDDRCS. Ce remaniement intervient dans un contexte marqué par la méfiance des bailleurs de fonds et des parties prenantes. La nouvelle équipe hérite d'un programme paralysé, sans financement adéquat et sans crédibilité auprès des groupes armés. De 2012 à 2022, la section DDR, RR, CVR de la MONUSCO a désarmé et démobilisé environ 6700 combattants congolais adultes et 2900 enfants associés aux groupes armés. La MONUSCO a construit le centre de désarmement et de démobilisation de Mubambiro au Nord Kivu, géré conjointement par les FARDC et le PDDRCS. Elle a soutenu les missions d'évaluation sur le terrain à Bunia, Beni, Bukavu, Goma et Kaleni. Mais ces efforts restent dérisoires face à l'ampleur du défi. Le plan opérationnel national du PDDRCS, validé en avril 2022 par le comité de pilotage, décrit la méthodologie, les activités, les modalités de mise en œuvre, les objectifs, les résultats, les indicateurs, le chronogramme et les coûts. Sur le papier, tout est défini. Dans la réalité, rien n'avance. La contradiction stratégique, créer des milices tout en essayant d'en démanteler d'autres. La contradiction stratégique est flagrante. Alors que le gouvernement peine à démobiliser 9% des combattants via le PDDRCS, il légalise et arme simultanément des milliers de nouveaux combattants via la réserve armée de la défense. Cette politique contradictoire révèle l'absence de vision cohérente pour la réforme du secteur de la sécurité. Au lieu de construire une armée nationale unifiée et professionnelle, l'État congolais multiplie les structures parallèles, externalise la sécurité et institutionnalise la fragmentation de la violence. Cette stratégie peut produire des résultats tactiques à court terme, des villages repris, des groupes armés affaiblis, mais elle hypothèque l'avenir en créant de nouvelles générations de combattants armés dont la loyauté n'est pas à l'État, mais à leurs commandants locaux, leur réseau ethnique ou leurs parrains étrangers. Le PDDRCS illustre l'incapacité chronique de l'État congolais à résoudre le problème des groupes armés. Depuis 20 ans, 4 programmes successifs ont échoué. Des milliards de dollars ont été dépensés, des centaines de milliers de combattants ont été officiellement démobilisés. Et pourtant, en 2023, l'Est du Congo compte 266 groupes armés actifs. Le cycle de la violence continue. Les populations civiles continuent de souffrir. L'État continue d'être absent. Au terme de cette dissection de l'anatomie institutionnelle des FARDC, le diagnostic est sans appel. L'armée congolaise en 2025 n'est pas une institution militaire fonctionnelle, mais une confédération de commandement politisé, d'unités sous-payées et sous-équipées, de milices cooptées et d'un corps d'élite prétorien. Le bilan d'une décennie perdue, entre 2009 et 2020, 5 plans de réforme successifs ont été élaborés, validés, puis abandonnés. Le plan révisé de 2013-2025, toujours en vigueur aujourd'hui, définit une vision claire,
créer une armée républicaine, apolitique, professionnelle, moderne et dissuasive sur l'ensemble du territoire national. Il prévoit 3 phases distinctes. Aucune n'a été mise en œuvre. L'opérationnalisation du plan a été bloquée par le déficit d'engagement politique. La loi de programmation militaire n'a jamais été finalisée ni promulguée. Cette paralysie a créé une fatigue chez les partenaires internationaux qui finançaient la formation et l'équipement. Les tentatives répétées mais inabouties de réforme ont exposé un déficit de leadership persistant au sommet de l'État, minant la crédibilité de l'institution militaire. Les failles structurelles paralysantes, le commandement est gangréné par la politisation. En juillet 2018, l'armée comptait plus de 180 généraux contre un objectif de 76 fixé par le plan de réforme. Cette inflation de haut gradé crée une structure pléthorique et budgétivore qui paralyse la chaîne de décision et favorise les logiques clientélistes au détriment de la compétence opérationnelle. Le 11 juillet 2020, le haut commandement militaire a publiquement réitéré son attachement à la personne du chef de l'État. La loyauté personnelle prime sur la compétence stratégique. Les effectifs officiels masquent une réalité de corruption massive. 30 000 soldats fantômes. 30 000 soldes détournés chaque mois. Les sommes en jeu représentent des centaines de millions de dollars qui enrichissent une oligarchie militaire corrompue. Pendant que les hauts gradés détournent ces millions, les vrais soldats sur le terrain touchent 120 000 francs congolais par mois, dévastés par l'inflation. En mars 2025, face à la débâcle de Goma, le président Tshisekedi a annoncé le doublement des salaires. Même doublés, ces salaires restent dérisoires face au coût de la vie et au retard chronique de paiement. L'organisation territoriale reste inadaptée aux menaces réelles. Le plan de réforme de 2013 proposait une réorganisation stratégique majeure en 3 grandes zones de défense interarmes. Plus de 10 ans après, cette refonte n'a toujours pas été mise en œuvre. Le corps logistique demeure chroniquement sous-équipé et sous-financé. Les problèmes logistiques et matériels constituent un obstacle majeur et permanent à la performance opérationnelle des FARDC. La cannibalisation du matériel militaire à tous les échelons plombe l'efficacité. Les équipements restent hétérogènes, vétustes et inadaptés aux opérations combinées. Une armée fragmentée. La cohésion interne est minée par les cicatrices du brassage. L'intégration d'ex-rebelles via la politique de brassage a introduit des éléments dont la loyauté reste acquise à des puissances étrangères, notamment le Rwanda, créant une méfiance permanente au sein de la chaîne de commandement. Les tensions ethniques sont palpables. Des rapports crédibles documentent le mauvais traitement et les arrestations arbitraires d'officiers militaires qui parlent Swahili ou Kinyarwanda. En septembre 2024, de violentes manifestations ont eu lieu à Uvira contre la présence du général de brigade Olivier Gassita, perçu comme Tutsi. Les FARDC ont tiré sur les manifestants, tuant un enfant de 8 ans et blessant au moins 9 autres civils. La hiérarchie militaire a réaffirmé son soutien à l'officier contesté. La corruption et l'impunité sont endémiques. Des commandants de haut rang, responsables de crimes graves, échappent systématiquement à la justice. Le cas du général Baudouin Garouillet, dont les crimes sont documentés par Human Rights Watch depuis 2008, illustre cette culture de l'impunité. Cet officier supérieur n'a jamais été traduit en justice. L'externalisation de la sécurité face à l'avancée rapide du M23 et à l'inefficacité de ses propres unités régulières, le président Tshisekedi a pris en 2022 une décision lourde de conséquences. Il a appelé la jeunesse à s'organiser en groupe de vigilance pour soutenir l'armée. Le 22 mai 2023, cette stratégie de contournement de l'armée régulière a été formalisée et légalisée par la loi instituant la Réserve armée de la défense, RAD. Dans la réalité, la RAD englobe les milices Wazalendo, une coalition hétéroclite de groupes Maï-Maï rebaptisés. Cette loi a été adoptée à l'unanimité,
mais elle a suscité de vives critiques. Le député Claudel Lobaya a dénoncé le fait que ce texte légalise l'intégration des milices au sein des FARDC. Un autre député a mis en garde contre la création d'une armée parallèle à l'armée républicaine. Ces critiques se sont révélées prophétiques. Sur le plan opérationnel, les Wazalendo ont apporté une contribution militaire, mais à un coût stratégique et humanitaire élevé. Selon Amnesty International et Human Rights Watch, les Wazalendo sont responsables de viols collectifs, d'exécutions sommaires, d'enlèvements et de recrutement d'enfants soldats. Le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour le mois de juillet 2025 révèle que les éléments Wazalendo étaient responsables de 48 cas de violation sur 535 documentés, soit 9% du total. Combiné, l'armée congolaise et ses milices supplétives, FARDC plus Wazalendo, étaient responsables de 118 violations, soit 22% du total des violations documentées en juillet 2025. L'échec du désarmement. Parallèlement à la légalisation des Wazalendo, le gouvernement a lancé le PDDRCS en 2021 pour démobiliser et réintégrer les combattants des groupes armés. Souffrant d'un sous-financement chronique, le programme peine à atteindre ses objectifs. En 2023, seulement 9% des combattants attendus avaient été enregistrés. La contradiction stratégique est flagrante. Alors que le gouvernement peine à démobiliser 9% des combattants via le PDDRCS, il légalise et arme simultanément des milliers de nouveaux combattants via la réserve armée de la défense. Vers la débâcle de janvier 2025, ces failles structurelles ne sont pas de simples dysfonctionnements administratifs. Elles sont les causes directes de l'inefficacité opérationnelle chronique de l'armée face aux menaces qui pèsent sur l'intégrité territoriale du pays. Cette inefficacité a culminé le 26 janvier 2025 avec la chute de Goma aux mains du M23 et des forces armées rwandaises. Le 23 janvier 2025, le M23 s'empare de Sake, ville stratégique qui connectait Goma au reste du pays, coupant la dernière ligne d'approvisionnement des FARDC. L'attaque initiale du 25 janvier est repoussée. Mais le 26 janvier, les forces rebelles percent les défenses et entrent dans la ville. Le 28 janvier, l'aéroport international de Goma, dernier bastion des FARDC, est capturé lorsque les soldats congolais se rendent. Au 29 janvier, le M23 contrôle la majeure partie de la ville. Des combats sporadiques se poursuivent dans les banlieues nord. Au moins 2900 personnes ont été tuées lors de la prise de Goma. Des centaines de milliers de civils ont été déplacés. La chute de Goma n'est pas un accident. Elle est le produit inévitable de décennies de commandements politisés, de corruption généralisée, de logistique défaillante et de cohésion inexistante. Elle illustre l'échec fondamental des FARDC en tant qu'institution militaire, l'humiliation de la SADC. Mais la débâcle ne s'arrête pas là. Les forces régionales de la SADC, censées soutenir les FARDC, ont subi une humiliation sans précédent. Le M23 a négocié le retrait de la SADC de l'aéroport de Goma directement avec les casques bleus, en contournant totalement les FARDC et les autorités congolaises. L'État congolais n'avait même pas son mot à dire dans la reddition de ses propres alliés sur son propre territoire. Dans notre prochain épisode, nous analyserons précisément cette performance opérationnelle catastrophique sur le terrain. Nous examinerons les capacités réelles de projection de force, les résultats des opérations militaires contre le M23, les ADF et la Codeco, et la dépendance croissante vis-à-vis des forces étrangères et des milices. Nous documenterons l'échec successif des forces régionales de l'EAC et de la SADC. Nous révélerons comment, face à cette inefficacité chronique, l'État congolais a cessé de réformer l'armée pour la contourner, adoptant une stratégie d'externalisation de la sécurité qui fragmente le monopole de la violence légitime et hypothèque l'avenir. Cette analyse opérationnelle sera le cœur de notre troisième épisode, les FARDC au combat, la chronique d'une défaite annoncée.